empêche le contact direct. Alors, vous êtes les bienvenus chez nous en orthopédie et traumatologie. Vous avez fait presque la totalité des programmes en ligne. Alors, il vous reste les cours, les miens. Celui des fractures et traumatismes de cartilage de croissance, on va le faire aujourd'hui. Cependant, la deuxième conférence, ça sera consacrée pour les malformations et la pathologie de l'appareil ostéo-articulaire de l'enfant. L'intitulé d'aujourd'hui, c'est les fractures de l'os de l'enfant et le traumatisme du cartilage de croissance. Sur la première slide, vous voyez déjà anatomiquement une pièce anatomique d'une extrémité d'un os long, d'extrémité inférieure, et là, vous voyez la diaphyse. Là, on revient en arrière. Vous voyez ici la diaphyse, la métaphyse et l'extrémité inférieure qui est l'épiphyse. C'est une pièce réelle anatomique d'un enfant. Et cependant, ce que vous voyez ici, l'épiphyse qui est tout le temps intra-articulaire, c'est-à-dire elle fait partie de l'articulation du genou, elle cache histologiquement une richesse histologique qu'on ne peut pas voir macroscopiquement. C'est le coup histologique, vous voyez, plein de cellules, on va donc les voir à travers cette présentation. Alors, tout d'abord, il faut faire la différence entre l'os de l'adulte et celui de l'enfant. L'os de l'enfant ne ressemble pas à celui de l'adulte. Tout simplement parce que c'est un os hyperhydraté, flexible, et puis il contient un potentiel de croissance très important. Raison pour laquelle, comme il a dit il y a longtemps, le professeur Desmaigriers de Montpellier, que l'enfant n'est pas un adulte miniature. Cependant, il nous faut quand même un petit rappel anatomique de l'os de l'enfant. Désolant. C'est très important, ça fait partie de la base pour comprendre les fractures et les traumatismes du cartilage de croissance. Prenons un exemple. Prenons un os long. Là, vous voyez sur cette diapo un bassin d'un enfant avec des radios prenant tout le membre inférieur gauche et tout le membre inférieur droit. Et vous constatez que si on prend l'exemple de fémur, il a une extrémité proximale c'est bon? C'est bon. Pour vous m'arrêter. L'extrémité proximale et une extrémité distale. Au niveau de l'extrémité inférieure, de chaque os long chez un enfant, le potentiel de croissance il se fait au niveau des extrémités. Prenons le fémur. Vous avez l'extrémité proximale du fémur et l'extrémité distale, ce que vous voyez sur la diapo. L'extrémité proximale, elle fait partie de la hanche. Et là, vous voyez que cette partie de la hanche, l'extrémité proximale, elle est constituée d'une épiphyse, qui est la tête, et une bande claire qui est le cartilage discaire, et puis la métaphyse. C'est valable aussi au niveau du genou. Vous avez une épiphyse, un cartilage de croissance et une métaphyse. Cependant, au milieu, entre les deux métaphyses proximales du fémur et distal, le centre, c'est la diaphyse, qui est corticale, qui est constituée de corticales solides,
dense dans laquelle on trouve la moelle osseuse. Si on avance, l'os aussi, donc il contient deux extrémités proximales et distales, et puis il est couvert, enveloppé par le périoste. Donc le potentiel de croissance de l'os fémoral ou tibial situé au niveau des extrémités, épiphyse, physe, métaphyse, épiphyse, physe, métaphyse, distale, est enveloppé par une enveloppe, une membrane, c'est le périoste. Alors, prenons. Pourquoi elle n'est pas animée? Tu n'as pas pris l'animation. Voilà. Regardez ce genou de face, arrête. Genou de face, extrémité distale fémur et proximale du tibia et de la fibula. Alors, vous voyez quand même la métaphyse distale fémur, le cartilage de croissance, l'épiphyse. Ce qui est en jaune, c'est le cartilage de croissance discaire. Il permet la croissance en longueur de l'os, que ce soit au niveau distal du fémur ou proximal du tibia. Le cartilage discaire, situé entre l'épiphyse et la métaphyse. Alors, il y a deux cartilages de croissance. Discaire, c'est un disque interposé entre métaphyse et épiphyse, permet la croissance en longueur des os longs, et un cartilage de croissance sphérique. Le cartilage sphérique, il permet la croissance de l'épiphyse. Il donne la morphologie finale de l'épiphyse, c'est-à-dire la morphologie de l'articulation. En réalité, lorsque vous voyez une radio de face comme ça, vous voyez tout ce qui est ossifié. Cependant, tout ce qui est cartilagineux, vous ne voyez pas. Une épiphyse proximale et distale, là, vous avez le fémur proximal tibia. En réalité, l'épiphyse, c'est-à-dire le plateau tibial interne-externe, il n'est pas visible chez un enfant, sauf en fin de croissance. En résumant, on peut résumer que le cartilage, il en existe deux. Un discaire interposé entre épiphyse et métaphyse permet la croissance des os longs, et un sphérique, il permet de donner la morphologie finale de l'épiphyse, que ce soit distale, du fémur ou proximal du tibia. Là, une coupe, vous avez, c'est un enfant, à la naissance, les extrémités ne sont pas encore ossifiées. Tête fémorale, elle n'est pas visible, elle n'est pas ossifiée. Cependant, la métaphyse proximale, la métaphyse distale et les diaphyses sont ossifiées. Si on fait un radio à ce stade, à la naissance, on ne voit pas tout ce qui est cartilagineux, on voit tout ce qui est ossifié, c'est-à-dire la diaphyse. Cependant, les épiphyses ne sont pas visibles à la naissance. Prenons la hanche, par exemple. La même chose, c'est valable pour la hanche. L'épiphyse, c'est la tête fémorale, future tête fémorale chez l'adulte. Le cartilage croissant qui permet la croissance en longueur du fémur. Et la métaphyse. Donc, épiphyse, physe, métaphyse. Chaque extrémité, elle est constituée de cette manière, épiphyse, physe, métaphyse. On parle de physe ou bien de cartilage croissant discaire. Alors, la face cassée de l'iceberg, c'est quoi?
c'est vrai, vous avez un cartilage croissant sur le plan macroscopique, vous avez une bande claire. Mais histologiquement parlant, et les métaphyses, d'ailleurs, c'est l'intitulé de notre traumatisme, c'est le traumatisme à ce niveau. Ce cartilage croissance est formé histologiquement de la couche. Les voici. La couche germinale et la couche hypertranche. Vous voyez tout ça. Arrête la croissance. Ça inhibe la croissance. Si l'enfant tombe, il écrase. La croissance sera une il aura les mains liées, il ne peut rien faire. Parce que ce qui produit de l'os, la couche germinale et cériée sont stérilisées ou bien traumatisées. Par contre, cette couche hypertrophique, c'est la couche la plus fragile, la couche avasculaire. Cette couche, le trait de fracture, lorsque l'enfant tombe, le trait de fracture, il traverse cette couche hypertrophique. Voici une coupe histologique de la couche germinale, pleine de chondrocytes, riche en oxygène, riche en vascularisé. Et vous voyez plein de chondrocytes. Cette couche, elle est très importante. Son écrasement, ça va arrêter la croissance. C'est valable aussi pour la deuxième couche, cériée. Cériée, pourquoi cériée? Parce que les chondrocytes, histologiquement, sont empilés les unes sur les autres en 15, 20 chondrocytes. Et vous voyez, entre les chondrocytes, vous avez de la substance fondamentale et donc de la collagène. Cette couche aussi, elle est productive, elle produit de l'os. Cependant, la troisième, la couche hypertrophique, c'est la couche dont les chondrocytes augmentent de volume. Les noyaux vont s'éclater, sont nécrosés, fragmentés. Elle n'est pas oxygénée, elle n'a pas de vaisseau à ce niveau. Elle n'est pas vascularisée, elle est fragile. L'enfant tombe, le trait traverse cette couche hypertrophique. La dernière, c'est celle-ci, la dégénérative, dégénérée, c'est-à-dire détruite. Les cellules chondrocytaires, à partir de cette couche, ils vont se transformer en l'os, vont s'ossifier. Au début, il y a un cartilage, et puis au fil du temps, au fil des couches, il va s'ossifier. Donc, l'ossification commence au niveau de la couche dégénérative. Récapitulons, la série germinale sont collées à l'épiphyse, et là, pardon, alors, quant à la couche dégénérative, elle est adhérée à la métaphyse. C'est très important. Dégénérative collée à la métaphyse. Germinale et cériée, lorsqu'on fait une fracture, collée à l'épiphyse. D'ailleurs, vous allez voir la croissance des œufs. C'est très important. Au niveau du membre supérieur, la croissance, elle n'est pas homogène au niveau de l'épaule, coude et genou. Elle est plus importante au niveau de l'épaule et au niveau du poignet. Quant au coude, la croissance représente que 20% de longueur de membre supérieur. Donc, la 80% de croissance de membre supérieur, elle est assurée par l'humérus supérieur et le radius inférieur. Le coude, il participe avec une portion de 1/5, 20%.
D'ailleurs, à la naissance, si on donne un chiffre moyen concernant les nouveau-nés, un membre supérieur, il mesure 20 cm. En fin de parcours, chez le garçon, il se trouve avec 75 cm et 70 cm chez la fille. Regardez, si vous faites une soustraction si simple, 75 moins 20, ça va donner 55 cm. Donc, ce cartilage, membre sup, épaule, poignet, coude, ils ont assuré une croissance de 55 cm. Et vous voyez, vous prenez une extrémité inférieure de l'humérus, ce n'est pas simple. Il y a plein de sphériques, cartilage sphérique, 4 cartilages sphériques et un cartilage discaire interposé entre les sphériques et la métaphyse. La même chose, l'extrémité proximale de l'humérus. Au niveau du poignet, c'est un peu simple. Vous avez le sphérique ici et vous avez le discaire ici. L'ulna, sphérique ici au niveau de l'épiphyse et le discaire à ce niveau. Et les flèches traduisent la croissance en longueur assurée par le cartilage physaire. Au niveau du membre inférieur, c'est l'inverse. La croissance se fait proche des genoux, loin, beaucoup plus proche des genoux. Proche des genoux. C'est-à-dire un traumatisme au niveau de l'enfant au niveau du genou est plus grave qu'au niveau de la hanche ou au niveau concernant la croissance. Au niveau du membre inférieur, le genou c'est le plus fertile. Il assure l'extrémité inférieure de fémur, donc il assure la croissance beaucoup plus. Ça passe au niveau du genou. J'avance. Voici un genou, métaphyse, cartilage croissance, épiphyse, tibia, cartilage croissance, métaphyse, péroné, la même chose, ou bien fibula, épiphyse, cartilage croissance. Et alors, j'ai disséqué un cartilage croissance chez un enfant. Regardez à la naissance, vous faites une radio, vous ne voyez pas tout ce qui est non nocif. Vous ne voyez pas le poignet, vous ne voyez pas le coude, vous ne voyez pas l'épaule, vous ne voyez pas la hanche, vous ne voyez pas le genou, vous ne voyez pas la cheville. Parce qu'à cet âge, les os sont cartilagineux, ne sont pas ossifiés. L'ossification, elle se fait au fil de temps. Et sur une coupe macroscopique à la patte d'un nouveau-né, vous voyez un bassin, fémur proximal, fémur distal, tout ce qui n'est pas ossifié, il est cartilagineux. Vous voyez le fémur, vous voyez le fémur distal et proximal. Et là, une coupe au niveau de la hanche, le cotyle, la tête, elle est dans le cotyle, mais elle n'est pas ossifiée. Cependant, le col, ou bien la métaphyse, elle est ossifiée, elle est visible. La dissection d'un fragment d'os, vous voyez le périoste. C'est une membrane qui enveloppe l'os. Elle permet la croissance en largeur de l'os, en largeur de la diaphyse, en largeur de la métaphyse. C'est une membrane très importante. Elle permet la croissance. Et puis, dans les fractures, elle corrige les fractures. Parfois, c'est l'orthopédiste. Il laisse une petite déformation, un petit déplacement. Le périoste, avec son cartilage de croissance, permet la correction de l'axe de la fracture si on laisse une petite imperfection. C'est quoi la vérole péricondrale? On n'a pas parlé de la vérole péricondrale. La vérole péricondrale, c'est un anneau. C'est un anneau qui entoure le disque lui-même, qui entoure le cartilage de croissance discaire. Il permet la croissance des disques lui-même. Il permet de consolider, il donne de la stabilité de la métaphyse à l'épiphyse, parce que la métaphyse, elle est là, l'épiphyse, elle est là, et la vérole péricondrale, elle est là. C'est un anneau qui irrigue le cartilage de croissance discaire et stabilise la métaphyse à l'épiphyse. D'ailleurs, regardez une chondroépiphyse. Regardez, une chondroépiphyse, c'est quoi une chondroépiphyse? C'est l'ensemble de l'épiphyse plus les deux couches, les gouttes comme je vous ai tout à l'heure,
les germinales et sériées. Lorsque l'enfant tombe, il tombe, il décolle l'épiphyse de la métaphyse. Ça, ce qu'on appelle, vous allez voir dans la classification d'Ossalter, c'est un décollement type 1. Parce que la métaphyse, elle s'est décollée avec l'épiphyse. L'épiphyse, elle est partie avec ses deux couches germinales et sériées, qui font partie de ce qu'on appelle l'unité chondro-épiphyse. Le reste, la dégénérative et la métaphyse, la dégénérative, elle part avec la métaphyse. Classification. Voilà, il y en a plein de classifications. Retenir ce qui est en rouge, la classification de Salter et Harris. C'est vrai, dans l'historique, en 19e siècle, fin 19e siècle, il y a Fauché, Pollan, qui ont déjà proposé une classification. Pourquoi on a retenu ça? Parce que la plus simple et la plus pratique de Salter et Harris. D'ailleurs, même cette classification d'Ogden, elle est intéressante avec celle de Peterson, mais sur le plan pratique, elle n'est pas vraiment, elle ne ressemble pas à celle de Salter et Harris. Pendant fin du 19e siècle, voici décollement 1, 2, 3, 4, etc. Ogden, 27 types d'Ogden. Là aussi, elle n'est pas pratique, mais parfois, elle est intéressante lorsque la Salter et Harris n'est pas, elle ne correspond pas à la fracture. Donc, regardez l'Ogden, elle est un peu compliquée. Mais je vais aller plus vite, parler de Peterson aussi. Ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est quoi la classification de Salter-Harris? L'enfant, il tombe, il fait une fracture. Il va décoller, prenons ici le cas du tibia. Regardez le tibia, l'épiphyse, le cartilage croissance et la métaphyse. L'enfant tombe, le trait de fracture, il décolle son épiphyse. Il décolle. J'ai utilisé l'adjectif décollement. Il a un sens. Ce n'est pas une fracture, c'est un décollement. C'est-à-dire le trait de fracture, lorsqu'il traverse uniquement la couche hypertrophique, il décolle l'épiphyse, on parle de décollement. On parle d'écollement. Décollement épiphysaire pur. Le trait de fracture, il traverse la couche hypertrophique. Tac, tac. Donc, il épargne les autres couches, il ne traverse pas les autres couches, et il respecte, il n'agresse pas la vascularisation de cartilage croissance au niveau du versant métaphysaire et au niveau du versant épiphysaire. C'est un traumatisme moins grave. Parce qu'il respecte la vascularisation, il ne traverse pas toutes les couches. D'ailleurs, sur l'animation ici, vous voyez le trait, il traverse le cartilage uniquement, la couche hypertrophique. Il est considéré de bons pronostics. De bons pronostics. Cependant, le deuxième, on ne parle pas de décollement, on parle de fracture de collement. Fracture lorsque le trait traverse la métaphyse et décollement lorsque le trait traverse la couche hypertrophique. Fracture, il traverse la métaphyse et puis il traverse la couche hypertrophique. Donc, vous voyez quand même, toujours, il respecte le reste du couche, il respecte la vascularisation au niveau de la métaphyse et au niveau de l'épiphyse. Là aussi, il est de bons pronostics. Cependant, le troisième, celui-ci, il est mauvais. Donc le trait traverse toute la couche hypertrophique et la couche du cartilage, germinal, sérié et la couche hypertrophique. Dans ce cas, il est de mauvais pronostics et il nécessite, attention, une réduction intégrale, c'est-à-dire anatomique. Anatomique. Vous n'avez pas le droit de laisser ce diastasis au niveau de l'épiphyse. Il faut réduire anatomiquement. C'est dire que dans les fractures type 3,
de Salter-Harris, lorsque l'épiphyse s'éloigne de son versant restant, elle crée une marge d'escalier, c'est une fracture articulaire, puis c'est une fracture qui traverse le cartilage croissance, elle est doublement néfaste. Dans les fractures articulaires, on dit qu'il faut redonner l'anatomie. Si on ne redonne pas l'anatomie dans une fracture articulaire, ça va créer une marge d'escalier et ça va donner des raideurs et des douleurs après traitement. Donc, il faut réduire tout ce qui est anatomique lorsque la fracture est articulaire. La même chose aussi, lorsqu'elle scène, le cartilage en deux parties avec un diastasis. Là aussi, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que ça va donner ce qu'on appelle une épiphysiodèse, un arrêt de croissance. Vous arrêt de croissance, il est très méchant. Arrêt de croissance, c'est une catastrophe. Donc, il faut colmater cette brèche. Colmater cette brèche qui laissait entre au niveau du cartilage, au niveau des couches germinales et cériées. Pourquoi? Parce que les vaisseaux, on dit souvent, la nature a horreur du vide. Le vide, il ne reste pas ce vide. Il va être comblé par des vaisseaux. Les vaisseaux vont traverser la couche, ils vont se mettre en contact avec les vaisseaux métaphysaires, où ça sera une catastrophe, une épiphysiodèse, un arrêt de croissance. Elle veut poser une question, oui. C'est-à-dire, il faut réduire, il faut pas laisser d'espace. Il ne faut pas laisser d'espace. Il y a un écart, il y a une diastasis, il faut le combler, il faut le réduire anatomiquement. Il faut mettre les fragments en contact. Et ça nécessite le plus souvent, malheureusement, de la chirurgie. La chirurgie qui nécessite une chirurgie minutieuse, faite par un orthopédiste senior, sans agresser ces éléments. Et si la graisse avec une broche, ces éléments nobles, qui sont le cartilage croissance, ça va donner aussi une épiphysiodèse iatrogène. Iatrogène, c'est-à-dire provoquée par le chirurgien. Oui, Derdous. On peut regagner la croissance de l'enfant si la réduction est bonne? Certainement. Si la réduction est bonne, on va le voir. On va le voir. C'est une très bonne question. Tu as anticipé. C'est le type 3. Il est mauvais, il faut réduire anatomiquement. On va voir les autres types. Voici le tri. Là aussi, on parle de fracture, d'écollement. D'écollement au niveau du cartilage, la fracture, elle traverse l'épiphyse. Tout à l'heure, dans le 2, elle traverse le métaphyse. Ici, elle traverse l'épiphyse. Le quatrième, le tri, il est comment? Il est métaphyso-physo-épiphysaire. Métaphyso-physo-épiphysaire. Il traverse la métaphyse, il traverse la physe, qui est le cartilage conjugisant discaire, et l'épiphyse. Là aussi, elle est méchante. Elle est méchante parce qu'elle va vers l'articulation. C'est une fracture articulaire, et 2, elle traverse toutes les couches du cartilage croissance. Et si vous laissez comme ça, il y aura des vaisseaux ici. Néovascularisation de l'espace. Et cette néovascularisation, elle stoppe, elle bloque la croissance, ce qu'on appelle un pan d'épiphysiodèse qui va être installé entre épiphyse et métaphyse. Le cinquième, malheureusement, le diagnostic est rétrospectif. Vous ne pouvez jamais poser le diagnostic à temps. L'enfant, il vient, il tombe, premier étage, vous faites une radio, elle est normale, face profil, mais dans un mois, il revient avec un raccourcissement des membres. La radio, elle est normale, mais la lésion, elle est microscopique. Les deux couches germinales et cériées sont écrasées par le traumatisme. Ils ne produisent jamais de l'os. Il va y avoir un raccourcissement de la jambe. Et le traumatisme, attention, vous suspectez ce traumatisme, vous ne pouvez pas poser de diagnostic. Vous suspectez le traumatisme, ce type de 5, on
en posant la question, le mécanisme. Le mécanisme, est-ce que les verticales ou tangentielles? S'il est vertical, on tombe sur une hauteur de 2 mètres, ça peut écraser les deux couches et ça va donner le type 5, le diagnostic rétrospectif, en phase séquelaire, en phase de complication, en phase de désaxation et de raccourcissement de la zone. On ne peut pas poser du diagnostic, donc attends. Attends, jamais. Le diagnostic est rétrospectif, il faut le mettre entre parenthèses en gras. Rétrospectif. Si c'est en suspect, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on suspecte le 5, on surveille le 5. 1 et 2, ça va être la chirurgie. Non, le 5. Ça va être la chirurgie. Il faut allonger le membre. Il faut allonger le membre, oui. Pardon? Un mécanisme violent. Suite à un mécanisme violent, sous cas accident, chute d'un lieu élevé, chute de bicyclette avec une violence extrême, on peut suspecter le 5. De toute façon, le 5, mais un cartilage de croissance, il faut le surveiller. Il peut à tout moment se manifester par des complications à type de désaxation et de raccourcissement. Les autres explorations, l'IRM, la TDM, il faut la visualiser. Les recherches ils sont faites dans ce sens. Dans ce sens. Mais malheureusement, parfois la scintigraphie, l'IRM peut montrer, peut suspecter, mais elle ne peut pas anticiper. Elle ne peut pas poser de diagnostic grave. Ça remonte de l'écrasement. Qu'est-ce qui est. L'écrasement, la cheville, elle est normale. Elle n'est pas déplacée. La chirurgie, qu'est-ce qu'elle va faire? La chirurgie, elle intervient lors de complications, l'installation des complications. Elle allonge, elle désaxe. On va avoir le chapitre dans le traitement de toute façon. Le type 6, rajouté 6 ans après, ils ont rajouté le type 6. Le type 6, lorsqu'on tombe, on peut, par le biais d'un ligament médial ou latéral, on peut arracher une partie de cartilage de croissance. Et là aussi, il est mauvais. Ça peut donner une épiphysiodèse à ce niveau avec un arrêt de croissance. C'est quoi une épiphysiodèse? Regardez ici une extrémité distale. D'un os long, vous avez un cartilage discaire interposé entre épiphyse et métaphyse. Et vous voyez qu'il y a des vaisseaux qui irriguent, des vaisseaux métaphysaires et des vaisseaux épiphysaires, qui irriguent le disque. Il y a aussi des vaisseaux qui irriguent le cartilage sphérique. Lorsqu'on tombe, lorsqu'on écrase les couches germinales ciliées, il y aura de contact des vaisseaux épiphysaires et métaphysaires. Il y aura plus de croissance. Arrêt de croissance. On a beaucoup d'enfants qui ont fait des arrêts de croissance, des axations. Et surtout, le pronostic très mauvais, c'est le petit enfant. On tombe à 5 ans, le bout de genou, on fait un arrêt de croissance. Vous êtes obligé, en tant que médecin, d'allonger le membre pendant 10 ans. Et on a des cas. Donc, vous voyez quand même, c'est compliqué. Vous faites une radio, vous ne voyez rien du tout. Mais c'est compliqué. C'est la métaphyse, la couche dégénérative, hypertrophique, stériée et germinale. L'épiphyse ici, elle n'est pas ossifiée. Mais ici, l'épiphyse, elle est ossifiée. Chaque épiphyse, elle apparaît à un âge donné. Donnons un exemple, la hanche. La tête de la hanche, elle est visible à l'âge de 4 mois. À 4 mois, la tête, elle commence, on peut la voir sur la radio. Avant, on ne peut pas la voir. On peut la voir sur l'échographie, sur l'IRM. Mais l'ossification, elle apparaît sur la hanche
extrémités. Le radius, c'est le dernier os qui termine sa croissance à l'âge de 19 ans, 21 ans. La hanche, elle termine sa croissance à 15 ans, 14 ans. Le genou, il termine sa croissance à 16 ans, 17 ans. La cheville, elle termine sa croissance à 17 ans, 18 ans. Le coude, il termine sa croissance à... Donc, vous voyez que celui qui dirige tout ça, il est au niveau central. Ce sont les hormones, les thyroïdes, l'anti-hypophyse qui dirigent tout ce problème de croissance dès la naissance en prénatal jusqu'à la fin de croissance. Généralement, le dernier os qui termine sa croissance au niveau du squelette, c'est le radius distal. D'ailleurs, lorsqu'il y a un soudure à ce niveau, l'os, hop, il s'incline. Et ça va donner une désaxation articulaire. Une coupe ici, d'un genou, un pan d'épiphysiodèse périphérique. Un pan d'épiphysiodèse peut-être central. Ce sont des dissections que j'ai faites il y a longtemps, genou d'un enfant. L'épiphysiodèse, elle peut être centrale. L'arrêt de croissance, il peut être périphérique. Maintenant, une épiphysiodèse périphérique, elle donne une désaxation du membre en interne ou bien en externe. Cependant, une épiphysiodèse centrale, elle donne un raccourcissement et une dysmorphie, ce qu'on appelle dysmorphie. Dysmorphie, c'est-à-dire la forme finale de l'os se déforme. Et si elle se déforme, il y aura une raideur articulaire, une douleur articulaire, gonarthrose précoce. L'IRM peut montrer des pans d'épiphysiodèse sur la face et sur le profil. La métaphyse, l'épiphyse et un pan d'épiphysiodèse sur la coupe sagittale. Deux pans d'épiphysiodèse sur une coupe frontale. Regardez le tibial est normal sur la face et sur le profil. L'examen clinique, voilà, c'est ça le problème. Lorsqu'on ne faut jamais interpréter une radio dans le couloir. De temps en temps, vous trouvez n'importe qui te montre une radio. C'est faux. On commence par l'anamnèse, l'interrogatoire. Le mécanisme, il est comment? Il est violent pour suspecter le 5 ou non? C'est ça l'intérêt d'avoir des contacts avec les malades, les parents des malades. Est-ce que le traumatisme est violent de deuxième étage ou non? Est-ce qu'il est par compression ou tangentiel? Tangentiel, la force, elle frappe latéralement, d'avant en arrière, donc elle arrache. Elle ne traumatise pas, elle n'écrase pas les cellules germinales et chondriales. Par contre, le mauvais, c'est le traumatisme par compression. Est-ce que pour soulever le poids, par exemple, pour le culturiser, pour une personne qui est debout très lourd, un enfant, par exemple, c'est le même mécanisme de traumatisme en compression? Oui. Donc, ils ne peuvent pas débuter, par exemple, les gymnastes chinoises, japonaises, parfois algériennes, les gymnastes peuvent écraser leur cartilage croissance. Quel est le traitement, à ton avis? Arrêter le sport. Arrêter la sollicitation articulaire. Ils avaient quelques cas de gymnastes qui ont fait des épiphysiodèses, un arrêt de croissance. On sollicite trop une articulation, on traumatise. Il y a des fractures de fatigue, on va les voir, chez les sportifs de haut niveau. Les footballeurs, ils peuvent faire des fractures de fatigue. Un grand joueur, il y a des fractures qui te fatiguent aussi.
Donc, l'examen clinique, c'est vrai, le diagnostic est difficile, facile lorsqu'on a une déformation. Mais il faut être vigilant dans les décollements qui ne se déplacent pas. Dans le 5, il ne faut pas prendre un type 5 pour une entorse. Une entorse. Voilà, c'est une entorse, une lésion ligamentaire, alors l'enfant, il est en train de faire une épiphysiothèse. L'imagerie, la voici. La voici standard, radio standard, arthro, écho, scinti, TDM, IRM. Bon, nous, on commence par le plus simple, s'il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il y a des soucis, chaque radio a ses indications. Faire des incidences orthogonales, face profil. N'hésitez pas à demander des obliques, 3 quarts internes externes. N'hésitez pas à demander des radios comparatives contralatérales, parce que parfois le diagnostic est difficile. Et le diagnostic est difficile dans ces cas. Lorsque le type 1 n'est pas déplacé, elle s'est décollée ou elle est restée en face. Vous faites une radio, elle n'est pas déplacée, mais elle est décollée. Elle peut se déplacer dans 3, 4, 5 jours après. Lorsque le type 5, le diagnostic est difficile, il est rétrospectif, suspecté, palette murale, elle a été prise pour vous allez pour l'extraction, etc. Et certaines localisations au niveau de la cheville. L'échographie, elle permet de poser à la naissance dans les décollements, c'est très important. L'arthrographie, elle peut montrer aussi un décollement, même l'IRM. Dans les épiphyses qui ne sont pas ossifiés, l'arthrographie, l'échographie et l'IRM sont des examens intéressants. La scintigraphie, voilà, revenons à votre question tout à l'heure, concernant le type 5. La scintigraphie peut montrer en principe cartilage sain, un cartilage de croissance sain, se traduit par une hyperfixation physiologique. S'il y a une hypofixation, on peut parler d'une épiphysiothèse. Mais il n'est pas indiqué chez les enfants moins de 5 ans. Regardez ce genou, hyperfixation normale, fémur distal, tibia proximal, fémur distal. Il y a une hypofixation. Ici, donc, ce cartilage est malade. L'IRM aussi, elle peut montrer un point d'épiphysiothèse. La TDM, elle est indiquée dans les fractures à 3-4 fragments. Regardez cet enfant. Du service, un certain Zdin. Suite à une chute d'un lieu élevé, il a décollé l'extrémité inférieure du fémur. Brochage en croix. Quelques mois après, raccourcissement de membre et désaxation de genou. Il a fait une épiphysiothèse externe. Externe, et le radiologue parle de postéro-externe. Donc, il y a un raccourcissement. Regardez le bassin sur un pongonogramme que prend le bassin, les deux fémurs, les deux genoux, les deux chevilles, les deux talons. Ce fémur, il est court par rapport à ce fémur, et puis il est désaxé. Ça donne une désaxation, ce qu'on appelle un junivalgame. L'axe de la jambe est désaxé en dehors par rapport à celui de fémur. Ce patient que j'ai vu il y a longtemps, il avait un traumatisme au niveau de la palette humérale, traité correctement. Et on a passé à côté d'un type 5 au niveau de l'épaule. Type 5, on ne peut pas. Il se trouve avec une dysmorphie de l'extrémité proximale du fémur avec un raccourcissement très important
du segment brachial. Le poignet aussi. Le poignet, voilà, traumatisme, épiphysiodèse distale de radius, donc l'os, comment vous appelez ça? Hein? Le cubitus, là, il devient plus long que le radius. D'ailleurs, il est un saillant, cette saillie, c'est ça. Et le radius, il est court. Et ça donne une déviation du poignet. Parce que là, vous avez une épiphysiodèse totale du radius, raccourcissement du radius. Cet enfant, traumatisme, sur sa hauteur, qu'est-ce que vous voyez? Poignet face, poignet profil. Qu'est-ce que vous voyez? Une fracture au mode de beurre. C'est bien. Un cartilage ouvert, c'est bien. Épiphyse, c'est bien. Mais il y a un petit fragment ici. Peut-être qu'il avait un traumatisme à ce niveau. Radio de contrôle, plâtre, tout le monde est content. Et puis, à un moment donné, du lume. Arrêt de croissance du lume. Parce qu'il a fait un type 5 au niveau distal de l'ulna. Et ça donne une déformation du poignet. Bon, on l'a présenté l'année passée avec Boussaha, l'équipe d'orthopédie, un dossier d'un enfant. Il avait une fracture du coude. Et au niveau du poignet, on a passé à côté. Parce que c'est un petit enfant IED de 19 mois. On s'est penché sur le coude, on n'a pas vu le poignet. On n'a pas vu le poignet et à un moment donné, les parents, ils ont constaté qu'il y a une déformation du poignet. En faisant des radios au niveau du poignet, on a trouvé ça. L'épiphyse, elle s'est décollée. Elle s'est décollée et on ne l'a pas vue. Côté contralatéral, c'est bon, l'épiphyse. Elle est dans l'axe du radius. Mais l'épiphyse, elle s'est décollée, on n'a pas passé à côté. L'épiphyse, elle s'est déplacée en arrière. C'est un type 1 parce qu'il y en a plus. C'est un nourrisson. Voilà, oui. Non. Le type 1 déplacé, c'est un décollement. Vous voyez le cas là? C'est un type 1 déplacé. On va suivre l'évolution de terre? D'accord. Pour répondre à ta question, il a 20 mois. Le juin 2015. Voilà l'épiphyse. Cette épiphyse, elle est dans l'axe, elle est bien, du côté contralatéral. Mais cette épiphyse décollée, elle n'est pas dans l'axe. Elle déplace. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Vous ne pouvez pas faire l'élection. Impossible. C'est le petit enfant. On attend. On attend. On a une petite expérience quand même. Ah, je ne vais pas vous mêler dans les croissances, etc. Et il a un cal vicieux, c'est-à-dire. Il a un cal vicieux. Déplacé. L'os est déplacé. Continue le plâtre ou bien l'opérer. L'opérer. Vous mettez un plâtre, vous attendez. On n'a pas touché. Il commence à relaxer son coude, son épiphyse. Regardez le côté gauche, le côté droit. Regardez le côté gauche, le côté droit. Et ça, c'est l'intelligence du cartilage croissance. Il corrige les déplacements. Il est là pour aider le médecin. Il faut
Et le cartilage discaire, il est là pour réaxer tout ce qui est désaxé. Il aide, mais il aide chez le petit enfant, un âge précoce. Il aide aussi à un âge un peu chez le grand enfant, mais surtout ne pas l'agresser par la chirurgie. Si vous voulez opérer à temps. Sinon, vous n'opérez pas à temps. Vous recevez des cas pareils, il ne faut pas les toucher. Le cartilage, il est plus intelligent que nous. Il peut réaxer et corriger tout ce qui est déplacé. Dans le plan frontal, sagittal, etc. Dans un temps de 2 ans. Ah? 2 à 3 ans. Oui, il faut attendre, oui. Moi, ce malade, je l'ai vu, regarde, recule 3 ans. Quel est le délai entre les essais? La consolidation. Un décollement solide dans 30 à 40 jours. Un décollement chez un enfant. Après 40 jours, il y aura soit des épiphysiodèses, soit guérison totale. Quand on parle de déplacement de l'épiphyse, est-ce qu'il y aura une croissance? Si les 2 couches ne sont pas écrasées. Oui, des axations, maintenant, si les 2 couches ne sont pas écrasées, ils peuvent corriger. Comme c'est le cas ici. Chez le petit enfant, il a ce potentiel de correction axiale. Il corrige même les fractures diaphysaires. On va voir, une fracture diaphysaire, elle peut se corriger. Elle devient réaxive par le biais de périoste et de cartilage. Ici, c'est le cartilage discaire qui corrige. Et la fracture diaphysaire, c'est le périoste et le cartilage qui corrigent les déplacements résiduels. Donc, quel âge il y aura une correction? Correction. Qui m'a fait faire avec malade? Nous, les médecins, nous, les chirurgiens, nous, les orthopédistes, on doit réduire anatomiquement. Ça, c'est la règle. Le gold standard, c'est de réduire anatomiquement. Maintenant, si ça persiste, si vous voyez le malade 3-4 semaines après, patientez un peu pour ne pas agresser le cartilage. Parce que lorsque vous réduisez une fracture ancienne, vous êtes en train de traumatiser les 2 couches chériées et germinales. Vous pouvez la stériliser. Et il y a 3 gènes d'ailleurs. Ah, le chirurgien intervient. Il peut entraîner une épiphysiodèse thérapeutique. Il peut dévier l'axe, il peut raccourcir le membre par agressivité de cartilage de croissance. Il ne faut jamais mettre une vis qui traverse le cartilage ou bien des broches de gros calibre. Le traitement, le but est double. Maintenir la fonction articulaire et éviter d'agresser le cartilage de croissance. Maintenant, si elle a été traumatisée par le mécanisme, à la fin, il ne faut pas se défendre. Ça, c'est décrit dans la littérature. Le traitement orthopédique réduit les fractures déplacées avec douceur, Mais si parce que vous êtes musclé, vous allez réduire avec agressivité, vous allez déchirer et agresser les 2 couches germinales ici. Éviter les manœuvres forcées et immobilisées par un plâtre circulaire. La chirurgie aussi, elle permet la réduction. Elle synthèse les foyers fermés ou ouverts. Il est indiqué dans stabilisation des fractures ouvertes ou fermées. Mais, un grand mais, avec un majuscule, attention, l'agression par les instruments. Qu'on soit doux et fin. Broche de faible calibre. On peut traverser le cartilage discaire, mais avec des broches de fin calibre, avec même le moteur qu'on utilise, il doit avoir une vitesse non brûlante. Il ne faut pas brûler avec une vitesse très importante. Il faut traverser le cartilage. Parfois, on est obligé.
de mettre une brosse qui traverse le cartilage de croissance. Harris, Salter Harris 1, traitement orthopédique, plâtre. La chirurgie, elle est exceptionnelle. Dans les lésions instables, bien sûr. Décollement de la tête fémorale. Vous n'allez pas mettre un plâtre de la tête fémorale, vous mettre une brosse. Plus plâtre pour ne pas laisser la tête va se déplacer. Salter et Harris 2, là aussi, traitement le plus souvent. Orthopédique, la chirurgie dans les fractures irréductibles. Je réduis, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une carcération de périos ou quelque chose comme ça. Il faut, dans ce cas, aller à la chirurgie. Regardez le cas ici. Décollement type 1 très déplacé. La métaphyse, elle est là. Et l'épiphyse, elle est là. Il faut réduire, si c'est un adolescent, la fracture et mettre des broches qui traversent le cartilage. Mais évitez de faire le va-et-vient. Évitez le va-et-vient, ça peut stériliser le cartilage de croissance. Et attention, ce malade n'a pas son évolution. Les déplacements très importants traduisent un mécanisme violent et ça peut entraîner une épiphysiothèse. L'indication, Salter 1, 3 et 4, la fracture strictement déplacée, non déplacée, c'est le traitement orthopédique, même 3 et 4. Il y a un trait visible, mais il traverse l'épiphyse, etc., n'est pas déplacé. Donc, vous pouvez opter pour le traitement orthopédique, un plâtre chez le petit enfant. La chirurgie, elle est adressée aux fractures déplacées. Le but est double, restitution de la surface articulaire, rétablir la continuité du cartilage de conjugaison, jamais traverser le cartilage par des vis. Dans le 5 et le 6, on est dans les complications. Vous m'avez posé des questions concernant les complications. Le 5 et le 6, le 5, c'est la phase séculaire et les raccourcis. Si vous avez une désaxation, il faut faire une ostéotomie de réaxation. On le fait. Si vous avez un raccourcissement, vous avez 3 équations. 1, 2, 3. La deuxième équation, raccourcissement du membre. Il faut allonger le membre. Il y a des instruments qui allongent le membre. Si vous avez les deux, désaxation, réaxation et raccourcissement, vous faites les deux, réaxer et allonger. Donc, vous avez plusieurs inconnus, 3 éventuels. La fracture métaphysaire. On a terminé le cartilage croissance. Si vous avez des questions, sinon je passe à la métaphyse et puis à l'épiphyse, ça va être court. Je passe. La fracture métaphysaire, donc elle intéresse la fracture métaphysaire, elle est de bon pronostic. Le traitement orthopédique, parfois, il est chirurgical. Voici une fracture diaphysaire avec fracture métaphysaire. Ce qu'on appelle les fractures bifocales. Bifocale, lorsqu'elle intéresse un même segment et elle détache un fragment. Maintenant, lorsqu'on a des fractures, on reçoit des fractures. Il y a des fractures pathologiques. Il ne faut pas les considérer comme fractures traumatiques. Fractures sur un os malade, ce qu'on appelle les fractures pathologiques. Malheureusement, parfois on reçoit des fractures pathologiques, on dit voilà, c'est une fracture traumatologique. Oui, c'est vrai, le traumatisme, il est là, mais sur un contexte, sur une maladie déjà sur place. J'ai pris la fracture diaphysaire, elle peut être particulière chez l'enfant. Vous avez la fracture sous périostée, ça vous ne le trouvez pas chez l'adulte. C'est une fracture dont le périoste reste intègre. Mais le trait de fracture, il traverse la corticale diaphysaire. Fracture en bois vert. En bois vert, une corticale s'incline, ne se casse pas, l'autre corticale se casse. Fracture en mode de beurre. Lorsqu'il est hyperhydraté, il peut avoir une pénétration de la diaphyse dans la métaphyse. Et vous avez les fractures plastiques ou bien les incurvations traumatiques. Et voici, fracture complète, fracture en bois vert, une corticale est intègre, il n'y a qu'une seule corticale fracturée. Fracture en mode de beurre, par mécanisme axial, la diaphyse elle est dure, elle pénètre dans la métaphyse,
et le périostée, fracture sur périostée. Ce périostée, parfois le périostée n'est pas déchiré, et parfois il est partiellement déchiré. Ici, fracture diaphysaire des os de l'avant-bras chez l'enfant, en bois vert, au niveau de radius. Alors, regardez l'intelligence du cartilage croissance. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'enfant, il fait une fracture diaphysaire, l'os, il est intelligent, proximal et distal. Qu'est-ce qu'il fait, le cartilage croissance? Il est incurvé, il augmente sa croissance latéralement. Latéralement, ici, comme c'est le cas ici, elle est inclinée, il augmente la croissance du côté de l'incurvation, il arrête sa croissance, il ralentit sa croissance du côté de la convexité, pour qu'il corrige spontanément l'incurvation. C'est-à-dire, un petit enfant, il faut tolérer 25 degrés d'inclinaison. Il faut tolérer un chevauchement de 2 cm. Parce que peuvent être corrigés par le cartilage de croissance. Il accélère sa croissance et il réaxe les incurvations. Oui. Scientifiquement, ou de la parlant, ou de la plairie. Scientifiquement, qu'est-ce qu'ils disent, les auteurs? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, lorsqu'on fait une fracture ici, mais elle n'est pas convaincante. Elle n'est pas convaincante. Moi, je ne suis pas convaincu. Ils disent que lorsqu'on fait une fracture diaphysaire, il y a une artère nourricière qui va irriguer le cartilage proximal et distal. Lorsqu'on fait une ischémie, l'artère est sectionnée, il y a une petite ischémie, ralentissement de sang qui irrigue la plaque conjugale. Et le cartilage, il n'est pas content, il accélère sa croissance. L'ischémie accélère la croissance. Ce qui reste, point d'interrogation, immense. D'autres, ils disent que le cartilage discaire, son plan, c'est le plan biomécanique, explication biomécanique, son plan mécanique doit être perpendiculaire à l'axe de la diaphyse. Il veut être toujours droit. Il est incliné, il veut toujours être horizontal, perpendiculaire sur l'axe mécanique des os lents. Donc ça s'arrête à ce niveau. C'est à l'échelle microscopique, personne ne le sait. À l'échelle microscopique, il faut voyager, comprendre la cellule chondrocytaire aussi. Elle est là. C'est un être vivant, dans le vivant. Vous savez combien on a de cellules dans le corps? 10 à la puissance 13. On a 100 milliards de cellules nerveuses. On a 10 à la puissance 13 cellules au niveau du corps humain. Ils sont des populations au niveau du corps. Les chondrocytes, à l'échelle, la cellule, elle sent. Ça on ne le sait pas. Mais elle sent, elle tresse. Ça reste un point d'équation. Peut-être dans le futur, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique. Le surf est bloqué. Enclouage élastique. Une fracture, vous pouvez la traiter, mettre des broches à l'intérieur, elle peut consolider. Bien sûr, on avance. N'oubliez pas les fractures de fatigue, les fractures pathologiques, comme tout à l'heure je l'ai dit. Les fractures de fatigue, le traumatisme. Ah, ta question tout à l'heure. Elle est là.
Elle touche l'enfant sportif de haut niveau. J'ai cité les gymnastes chinoises, japonaises, les gymnastes. Elles peuvent traumatiser, elles peuvent, les filles ou garçons, traumatiser leur cartilage discaire. Par des macro-traumatismes violents, répétés. Ça peut donner un trouble de croissance et des microfractures. Souvent, le traumatisme est bilatéral. Et ça entraîne un arrêt ou bien fermeture prématurée du cartilage. Diminuer les activités physiques ou arrêter le sport. Ce qu'ils disent les gens. Le choix reste à la personne concernée. N'oubliez pas les fractures pathologiques, les tumeurs malignes, les infections, les fractures sur infection, les fractures sur tumeur, l'ostéogenèse imparfaite, le syndrome de Silverman. Vous le connaissez? Le syndrome de Silverman, c'est un monsieur Silverman canadien. Il a constaté que les enfants ont des fractures multiples, ramenées par les parents au niveau des urgences pour des fractures multiples. Elle a une fracture au niveau du fémur, mais elle a des échymoses au niveau du crâne qui remontent à plusieurs jours. Ils ont fait des enquêtes, ils ont constaté que ces enfants sont agressés par leurs parents. Mais l'agent causal, c'est l'agent causal qui est pathogène. Les parents agressent leurs enfants, ils tapent les enfants, ils les fracturent. Et il a constaté que l'enfant est mal pris en charge au niveau de son foyer, au niveau de sa famille. Et ils font des fractures à répétition, parfois même des troubles crâniens, traumatismes, etc. Ça entre dans le cadre d'une fracture. Attention, enfant ramené par les parents, à chaque fois il y a une fracture quelque part, surtout le nourrisson qui ne parle pas. Vous faites une radio, vous trouvez un décollement, comme ici, un décollement de périoste. Un décollement. Cet enfant, il est agressé, il est tapé par la maman. Il fait des fractures où le périoste, il essaye de consolider la fracture. Ou aucun de ce syndrome, il existe chez nous, hein, le gros maquinage. Ce n'est pas la maman, c'est la bonne, la femme de ménage, le papa, les parents qui prennent en charge le syndrome Silverman. Ce sont les enfants battus. N'oubliez pas les fractures pathogènes, maladie d'ostéogenèse imparfaite. Là aussi, l'os est fragile, il se courbe, il se casse. Ce n'est pas une fracture, c'est une maladie. Le fémur se courbe parce qu'il est fragile, puis il se casse. Vous les opérez, réaxer. Malheureusement, la maladie est chronique, elle demande une prise en charge multidisciplinaire médicale. Pseudarthrose congénitale aussi, les enfants peuvent avoir des fractures néonatales, avec des gyotes comme ça. Il ne faut pas les prendre comme des fractures, ce sont des fractures pathologiques. Attention, le traitement chirurgical est très, très difficile. Et voici ma conclusion. Lorsqu'on fait une garde, que ce soit externe, étudiant, interne, ou résident, même assistant, il ne faut pas prendre le traumatisme de cartilage croissance comme une lésion facile à traiter. Et je vous remercie. Il y a des questions là? Combien ils ont assisté ça?
22. Hein? Plus de 22. Oui. M3%. Vraiment bien. Hein? Alors, pas de questions. C'est bon? Ici, par les gens qui ont Ah, mais c'est lui que je m'attendais. pas de questions. C'est bon? Merci, docteur. Merci beaucoup. Alors, ça va bien? Un peu. Hein? De toute façon, je remercie beaucoup l'équipe d'informatique qui nous ont assistés. Combien la durée de conférence? Je suis dans le temps ou là? C'est clair, c'est pas clair? Dimanche, pour moi, je peux la faire chez moi. C'est ce qui est responsabilité. Avec les universités de la clinique de s'enregistrer, la même chose. Avec le. لازم تكون معايا بنتي ولا ما تقولي لها بالمثل. J'ai des cellules qui sont chargées. Soit ma fille, soit la fille de mon ami. Tu l'as enregistré ou non? enregistré. بعد المناقشه اسكو لا فوا تاعي اللي يسمعوها ما يسمعوهاش؟ هذه تاع نامي كاع